Hello à tous, bienvenue sur French Podcast. Je suis Charline, urbaniste déjantée et passionnée par la ruche urbaine. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel. Tu vas bien ? Ouais, super, salut Charline, salut à tous. Emmanuel ici, journaliste tech, toujours à courir entre deux métros parisiens. Enfin, sauf que je suis à Chicago. Mais bref, je rêve encore de ma première fois à Paris. Et tu sais quoi ? J'ai commandé un café, pensant recevoir un mug bien garni, et paf, minuscule tasse. Ah oui, le fameux petit noir. C'est un choc culturel. On croit parler français, mais en fait, la France, c'est tout un autre niveau. Entre l'accent, les tics de langage et les surprises du quotidien, non mais c'est vrai que c'est pas si simple de parler couramment localement. Mais clairement, et souvent on pense que les bases suffisent. Alors qu'en vrai, il y a plein de pièges ou de trucs inattendus au quotidien. Tu demandes juste du pain à la boulangerie et t'es déjà perdu. Ça me fait penser à cette méthode d'immersion. Tu sais, vivre à la française tous les jours, se fondre dans le décor linguistique, oser tous les trucs, genre se perdre dans les marchés ou même parler aux commerçants. Toi, tu t'es jamais perdu en mode total ? Aussi, les marchés de Belleville, tu te souviens ? J'avais rien compris, je me suis retrouvé avec 3 kilos de courgettes sans avoir osé demander la moitié. Mais franchement, c'est là que tu pratiques sans t'en rendre compte. Tu observes, t'écoutes, tu finis par lâcher prise. Et tu retiens plus vite, parce que t'es obligé. Tandis que les méthodes traditionnelles, c'est pas pareil. L'immersion, ça force à sortir du manuel, et tu captes les vraies voix du quotidien, les mimiques, la vibe quoi. Ouais, t'apprends sur le terrain, du direct live comme on dit. J'ai vraiment capté un cap quand j'ai commencé à dire bonjour à mes voisins dans l'immeuble. Sérieux, rien que ce « bonjour » tous les matins, ça a poli mon accent, ça casse la glace d'une façon inattendue. Mais tu trouves pas, l'art de dire bonjour à la française, c'est beaucoup plus codé que ça en a l'air. Genre, y'a, tu sais, le bonjour en croisant quelqu'un, le bonjour chez le boulanger, dans le bus, ils te sortent toutes les variations. Absolument. Puis il faut oser engager la discussion. Comme « Salut, il fait beau aujourd'hui, hein ?» Ou à la caisse « Vous prenez la carte ?» Simple, mais efficace. Au métro, c'est plus furtif, mais ça se tente. Et pour aller plus loin, franchement, il faut s'incruster dans la vie des autres. Club de sport, ateliers, même des réunions associatives. C'est là que tu dérapes sur des conversations improbables, mais ultra utiles. Grave. Moi, c'est l'apiculture urbaine qui m'a ouvert l'univers du jargon des abeilles. J'ai appris des mots genre ruchette, cadron, et j'ai tissé des liens incroyables. Tout ça grâce à, des voisins super ouverts à papoter. Et tu crois pas qu'on devrait, je sais pas, oser poser des questions bizarres, juste pour pratiquer ? Genre, demander pourquoi la baguette a cette forme, ou, je sais pas, combien pèse une abeille ? Je conseille toujours d'observer autour de soi quand tu squattes une terrasse. Comment les habitués commandent, leur façon de remercier, de relancer la serveuse. Il y a tout un balai, mine de rien. Mais alors la première fois, tu sais les formules de politesse, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Je voudrais, j'aurais voulu, ça change tout le ton. C'est vrai ou j'exagère ? Pas du tout, c'est hyper subtil. Je vote pour le café allongé en terrasse. C'est plus local que le thé à la menthe. Et toi, tu bois quoi pour faire genre vrai parisien ? Ah, petit noir à fond, mais je finis toujours par demander de l'eau en loose dé. Personne n'est dupe, je crois. Mais tu sais, le français familier, dans la rue, t'entends grave, ça roule, ça fuse. La première fois, j'ai voulu briller, j'ai lâché avoir le seum. Sauf que, j'ai confondu avec avoir le seum. Le chauffeur de bus a éclaté de rire. Échec cuisant. Ah, excellent. Et t'as entendu, c'est relou ? J'ai mis 3 semaines à piger que ça voulait dire c'est chiant. Attends, j'en ai noté un autre dans mon carnet. Filer à l'anglaise. C'est partir discrètement, c'est ça ? Je m'embrouille toujours avec les expressions anglaises et françaises. Vas-y, décode pour moi. En vrai, écouter, c'est la clé. Podcast, chansons françaises ou juste tchatcher avec les gens, même la télé régionale, ça fait tout. J'ai une playlist spéciale, genre Stromae, Zaz, même des vieux classiques, pour entrer dans le flow et piger les petits mots qui s'infiltrent partout. Mais, honnêtement, parfois tu piges rien, parce que ça va trop vite, ou l'accent part en freestyle. T'as jamais eu ce blanc, genre panique totale ? Mais si, il faut accepter que l'oreille s'habitue, et puis on finit par comprendre entre les lignes. Faut juste pas décrocher. Alors sur ce, faut juste oser. Mes plus grands progrès, c'était quand j'avais honte de mon accent. Mais je me suis lancé, genre émission radio à l'arrache à Paris. Je me plantais souvent sur un mot sur deux, mais les gens étaient indulgents, tu vois.
c'est pas la fin du monde si tu dis une bêtise. Et puis, faut jouer de l'humour. Si tu dérapes, tu souris, t'assumes et hop, ça détend tout. Franchement, les gaffes, c'est presque des passeports pour créer des liens. C'est ce qui rend une conversation mémorable. Voilà, c'est ça. On finit tous par se marrer ensemble. Je me souviens avoir mélangé baiser la main et, bref, gros malaise, mais giga fou rire. L'idéal, c'est aussi de traîner avec des Français, non? Au début, j'étais paumée et mes voisins m'ont aidé à rectifier toutes mes fautes de prononciation dans l'escalier. Non, Charline, c'est pas beurre, c'est beurre. Et maintenant, tu le redis parfaitement. Pour ceux qui débarquent, pensez aux réseaux sociaux, au tandem linguistique. C'est génial. Tu t'inscris, tu matches avec des natifs et tu papotes en live. Même pas besoin de sortir de chez soi. Petite pause, question, on a reçu. Comment ne pas se sentir ridicule en parlant français? Honnêtement, personne juge, tout le monde galère au début. Moi, ce qui m'aide, c'est de voir l'apprentissage comme une collection de panneaux de signalisation. Sauf qu'ici, il y en a certains qui veulent rien dire, genre ceux avec un escargot violet. T'as déjà vu ça? Mais tellement! Et pour finir, rappelez-vous, progresser, c'est jamais linéaire. Même quand on oublie son mot de passe ou qu'on bredouille, on avance. Continuez, lancez-vous, et puis, on est là pour vous. Allez, tips médias. Chaque matin, un journal français, même juste les gros titres, ça muscle la compréhension. Puis, il y a les émissions TV, podcasts. Plus t'en consommes, plus tu captes les références et les mots nouveaux. Et tu peux commenter en ligne, genre « Bravo, super épisode !» Tu pratiques l'écriture, et parfois, il y a des natifs qui corrigent gentiment. Ouais, ritualise le truc. Moi, j'ai mon rendez-vous hebdo avec Quotidien. Je note les expressions de plateau et je tente de les ressortir. Rarement au bon moment, mais ça rentre à force. Et dans la foulée, si tu mates les infos ou des séries, essaye de poster un petit commentaire ou de participer aux discussions sur Insta ou Twitter. T'apprends à écrire, tu te confrontes à d'autres opinions, parfois musclées, mais c'est formateur. Et n'oublie pas le vieux carnet pour noter 2-3 expressions chaque semaine. La mémoire visuelle, c'est dingue. Et après, tu ressors direct, genre au marché, comme si t'en avais toujours parlé. Je rabâche, mais le journal en ligne tous les matins, c'est la base. Ça te donne le vocabulaire courant, les petites phrases du moment, l'actu quoi. Moi, j'adore aussi m'imposer un film français le week-end, même les comédies un peu nulles, mais qu'est-ce que tu rigoles? Et puis tu retiens forcément des trucs. Participer en ligne, commenter, même sur des vidéos marrantes, c'est de la pratique gratos. Franchement, ce que tu gagnes en confiance, tu le vois même dans ta façon de t'exprimer à l'oral après. T'as raison, plus on varie, mieux c'est. Un article par jour, une vidéo ici, un commentaire là-bas sur Facebook, tout compte. Et faut pas hésiter à créer ton petit rituel. Jeudi soir, émission. Dimanche, débat télé. Tu notes un mot ou deux, et la semaine suivante, tu les recases dans une discussion. Et la boucle est bouclée. Perso, je fais ça, et ça m'évite de paniquer quand on me sort une vieille expression du Sud ou un argot du métro que j'ai jamais entendu. Mais attention, la langue s'apprend aussi via la culture. Allez, foncez goûter un plat inconnu, mixez une playlist de chansons 100% françaises ou planifiez une sortie à la fête de quartier. La culture, c'est un langage caché. Tu découvres, tu discutes, tu prends des notes, tu progresses sans même t'en rendre compte. Et c'est plus fun comme ça. Moi, j'ai appris les meilleurs jurons en jouant à la pétanque à Marseille. Bref, chaque expérience, c'est une occasion de collecter des nouveaux mots et d'échanger avec les locaux. Et encore une couche avec les médias. Choisis-en à nouveau tous les jours. Articles, vidéos, un petit commentaire et prends le réflexe de tester en vrai tes trouvailles. Plus tu partages tes réactions, plus tu auras de retours. C'est gagnant-gagnant. Ouais, et en plus, tu te construis une routine. Et ça aide pour la motivation. Y a rien de pire que de se sentir seul face à l'apprentissage. Alors que t'as un monde entier qui peut t'aider en vrai. Culture 10. Profitez des marchés, musées, ateliers cuisine, même un concert local pour t'immerger et pratiquer. L'an dernier, j'ai pris un cours de cuisine provençale. Je savais pas ce qu'était une tapenade. Maintenant, je le case à toutes les sauces. Oui, le moindre événement est une excuse pour parler ou pour poser des questions. Et t'apprends direct sur le tas, sans pression. Parce que, en mangeant, tout semble plus simple. Les marchés, la fête de la musique, la braderie du coin, c'est le terrain de jeu idéal. Tu testes ton vocabulaire, tu entends des expressions inédites et surtout, tu t'immerges complètement. Y a rien de tel que l'expérience sur place. Et si tu peux, inscris-toi à un atelier cuisine ou danse. C'est fun et ça t'oblige à écouter, comprendre et parler. Franchement, ça vaut tous les livres de grammaire. Enfin, à mon avis. Oui, et puis c'est là que tu rencontres plein de gens, tu papotes, tu poses 1000 questions
Et hop, tu ressors avec 10 nouveaux mots et des anecdotes pour briller à la prochaine soirée. Faut pas oublier la techno non plus. Les applis comme Duolingo ou Babel, c'est génial pour réviser dans le bus ou le métro. Je connais des gens qui font leur révision minute tous les matins. C'est presque comme se brosser les dents. Créez aussi votre groupe de discussion WhatsApp ou Discord avec d'autres fous de français. Ça m'a aidé à délier ma plume et mon clavier. Et les outils pour décrypter tout ce que tu comprends pas, les applis de transcription ou Google Traduction, c'est indispensable. Même sur une vidéo de cuisine super rapide, tu analyses, tu mémorises le vocabulaire et t'es prêt à le ressortir dès qu'il y a du monde à table. Franchement, Duolingo c'est le fun, Babel c'est solide, Memrise c'est ludique. Télécharge tout et pioche dedans selon ton humeur. Et si t'es plus branché communauté, fonce sur WhatsApp ou Discord, demande à rejoindre un groupe, c'est des conversations non-stop. Ah, et Google Traduction, t'en abuses ou pas, Emmanuel? Tout le temps. Mais j'oublie toujours mon mot de passe, évidemment. Mais blague à part, l'analyse de podcasts ou même de conversations via des applis comme Auteur, ça m'a boosté pour choper le contexte et les nouveaux mots en conditions réelles. Voilà, le français courant, c'est une aventure. Du terrain à l'appli, du marché à Instagram. Restez curieux, lancez-vous, testez, osez vous tromper. Et pour la suite, rendez-vous au prochain épisode. Bye Emmanuel. Merci Charline, salut tout le monde, et que le mot de passe du français soit avec vous. À la prochaine. Écoute la deuxième partie de Podcast Bienvenue français. à cette exploration de vos sources. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche bien du monde. Le français, la francophonie. Oui, un vaste sujet. Ça nous ramène un peu en arrière. À Québec, en 2008, il y avait le Congrès mondial des profs de français, la FIPF. C'est ça? Et le thème à l'époque, c'était « Faire vivre les identités francophones ». Puis franchement, ça résonne encore pas mal aujourd'hui, hein? Tout à fait. C'est un thème qui reste très pertinent. Et justement, la base de notre discussion aujourd'hui, ce sont les actes de ce congrès. OK. Ça nous donne accès à plein de perspectives, des enseignants, des chercheurs qui venaient d'un peu partout. Brésil, Slovaquie, Algérie, Chine, Canada évidemment. Un beau portrait global. Oui, vraiment. Et pour compléter, on a aussi regardé du matériel pédagogique plus récent, comme un catalogue des éditions Tegos, par exemple. Essayer de voir comment ça se passe concrètement, construire une identité quand on parle français dans des contextes si différents. Exact. Comment on enseigne, comment on apprend le français aujourd'hui avec les défis qu'on connaît, puis comment la langue est perçue ici et ailleurs. C'est ça. L'idée, c'est de distiller les points saillants, les idées fortes qui ressortent de ces documents. Super. Alors, commençons par ça. L'identité francophone, c'est quoi au juste? C'est coulé dans le béton? Pas vraiment, non. Si on se fie au texte, c'est loin d'être monolithique. Il y a un chercheur, Patrick Charadeau, qui pose bien la question, est-ce que c'est une affaire de nature ou de culture? Est-ce que c'est fixe ou plutôt mouvante et changeante? Et la réponse qui se dégage? Clairement que c'est une construction. Quelque chose de dynamique, qui se négocie, qui évolue tout le temps. On le voit bien, j'imagine, dans les contextes où le français est minoritaire, comme ici au Canada. Exactement. Les sources parlent des programmes scolaires comme le PONC, le projet de l'Ouest et du Nord. Ils essaient d'intégrer vraiment cette dimension culture et identité. C'est important, ça. Oui. Et ce qui ressort, c'est l'importance de lier l'école et la communauté. Faut que ça sorte des murs de la classe. Comme certains projets au Manitoba dont on parle dans les textes? Oui, par exemple. Quand l'apprentissage se connecte à la vie réelle de la communauté, ça prend un autre sens, tu sais. Et c'est pas toujours simple, j'imagine, avec l'anglais qui est partout. Mais non. C'est un travail de tous les jours. Il y a une phrase de Rodrigue Landry, un chercheur acadien qui revient souvent puis qui dit « Tout peuvelin, on ne naît pas francophone, on le devient. » Ah, c'est puissant, ça. Oui. Ça montre que c'est pas automatique. C'est un choix, un effort continu, personnel et collectif. Ça joue dans la famille, dans la communauté, pour que la langue vive. Puis l'immigration, ça vient ajouter une autre couche de complexité à tout ça. Absolument. Des chercheurs comme Jean-Louis Schiss ou Fatima Chnen-Davin se penchent là-dessus. Les défis linguistiques, bien sûr, mais aussi les questions idéologiques. Comment les nouveaux arrivants se situent par rapport au français, par exemple? C'est ça. Quelle place pour leur langue maternelle à côté de la langue d'accueil? C'est pas toujours simple. Ça peut être un mélange, une cohabitation, parfois des tensions. Il y a même un auteur, Bouziri, qui parle de jeunes ayant 2 langues maternelles pour décrire la situation de certains jeunes d'origine maghrébine en France. 2 langues maternelles, ça montre bien la complexité? Oui, on est loin d'une identité unique et simple. Et c'est crucial de reconnaître cette pluralité.
Sinon, on risque l'exclusion, l'échec scolaire. Il y a des pistes pour valoriser ça. Marie Berchoux suggère une idée intéressante. Allier le patrimoine, l'héritage historique français, et ce qu'elle appelle le matrimoine. Le matrimoine? Oui, comme un creuset où toutes les diversités d'aujourd'hui viennent enrichir l'ensemble. Donner un sens plus concret, plus inclusif à la francophonie. C'est fascinant de voir comment cet héritage et cette diversité se rencontrent. La littérature francophone doit être un bon miroir de ça, non? Ah oui, complètement. C'est un terrain d'exploration immense pour ces questions identitaires. On pourrait citer plein d'auteurs, hein? Juste un ou deux exemples, peut-être. Bon, prenons Amadou Kourouma. Oui. Avec un livre comme « Allah n'est pas obligé », il nous plonge de façon très crue dans la réalité postcoloniale vue par un enfant soldat. Oui, c'est très fort. Et Kourouma lui-même parlait la difficulté d'écrire en français une langue qui n'est pas toujours celle de son public immédiat en Afrique. Ça montre bien la tension possible. C'est vrai. Et un autre exemple, peut-être plus proche de nous. Pensons à Antonine Maillet, l'auteure acadienne. Dans Pélagie la Charrette, elle raconte le retour des Acadiens après le Grand Dérangement. Un classique. Oui. Mais elle fait plus que ça, elle tisse des liens avec l'histoire des esclaves noirs. En faisant ça, elle crée des ponts entre différentes expériences de souffrance, de résilience, au sein même de la francophonie. Donc la littérature, c'est pas juste un reflet, elle participe à construire ces identités complexes. Exactement. Elle aide à se penser, à se raconter, à créer du lien. C'est un moteur identitaire puissant. Mais cette vision riche, nuancée, est-ce qu'on la retrouve facilement, par exemple, dans les manuels scolaires pour apprendre le français? Pas toujours, non. C'est un point qui ressort. Des analyses faites en Espagne, au Portugal, par Chaves Rosa Maria et Moreira Gillian montrent que souvent les manuels de français langue étrangère, le FLE, Oui. ils ont tendance à présenter une image très centrée sur la France hexagonale. Paris, la culture française vue de France. La fameuse vision FLienne, comme elles disent. C'est un peu ça, oui. La carte postale qui masque un peu la diversité réelle de la francophonie. Et les stéréotypes, il y en a aussi. Oui, Nathalie Coton a analysé les images dans un manuel utilisé à Taïwan et elle en a trouvé pas mal. Mais ce qui est intéressant... C'est qu'on peut s'en servir. Exactement. Des didacticiens comme Louis Porcher disent « Au lieu de les ignorer, utilisons ces stéréotypes en classe comme point de départ pour une discussion critique. » Ah, c'est une bonne approche. Développer l'esprit critique. C'est ça. Développer la conscience interculturelle, c'est assez pragmatique finalement. D'accord. Bon, si on passe maintenant à l'enseignement et à l'apprentissage plus spécifiquement, quels sont les grands défis qui ressortent des sources aujourd'hui? Ouf, il y en a beaucoup et ça varie énormément d'un pays à l'autre, là. Par exemple, Ah oui? Pourquoi? les examens, le bac là-bas, restent très axés sur la grammaire, le vocabulaire, moins sur l'interaction réelle. Il parle aussi de manuels pas toujours top, d'un corps enseignant vieillissant. Et ailleurs dans le monde, c'est différent? Oui, les défis peuvent être plus matériels, plus structurels. Au Burundi, Nidiga Masabo décrit des classes surchargées, un manque flagrant de livres, de matériel. Ça doit être difficile d'enseigner dans ces conditions. Carrément. Puis il y a de grosses différences entre ville et campagne. Il note aussi que parfois des facteurs culturels peuvent rendre les élèves moins à l'aise pour prendre la parole spontanément. Et au Kazakhstan, c'est plus la persistance de méthodes traditionnelles, un manque d'autonomie pour les apprenants, l'utilisation de documents pas toujours authentiques. Fait que, tu sais, des réalités très contrastées. Et pour les profs eux-mêmes, il y a des défis particuliers qui reviennent? Oui, un point important, surtout pour les enseignants dont le français n'est pas la langue maternelle, c'est l'insécurité linguistique. Le sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être assez bon. C'est ça. Une étude en Roumanie par Dinvo le montre bien. Ce sentiment de ne pas être à la hauteur qui peut être renforcé par le stéréotype du prof parfait qui doit tout savoir. Ça met une pression énorme. Oui, ça peut être lourd à porter. Bon, face à tous ces défis, est-ce que les sources proposent des pistes, des approches pédagogiques qui semblent porteuses d'espoir? Oui, heureusement. Une approche qui revient beaucoup, c'est la pratique réflexive, la PR. La pratique réflexive, qu'est-ce que ça mange en hiver? L'idée de base vient de Donald Schoen, c'est de valoriser le savoir que les enseignants développent par leur propre expérience. En réfléchissant sur ce qu'ils font en classe. Donc on sort de l'idée que le prof applique juste des théories venues d'en haut. Exactement. C'est redonner du pouvoir à l'enseignant sur sa propre pratique. Concrètement, ça veut dire prendre le temps d'analyser ses cours. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, pourquoi? C'est ça. Il y a des modèles comme celui de Cortagen, le modèle ALACT, qui proposent des étapes pour guider cette réflexion. Et ça intègre aussi les aspects plus personnels, les valeurs, l'identité du prof. Et ça fonctionne, ça aide vraiment.
Les études montrent que oui, ça peut vraiment aider à réduire l'écart entre la théorie et la pratique. Ça donne aux enseignants plus de confiance, plus d'autonomie. Ça développe ce qu'on appelle un habitus réflexif. Un réflexe de toujours questionner, ajuster sa pratique. Intéressant. Oui, très. Et à part la pratique réflexive, on a parlé un peu de l'approche interculturelle avec les manuels. Oui, c'est devenu central. Apprendre une langue, c'est pas juste des mots puis des règles de grammaire, là. Non, c'est clair. C'est entrer en contact avec d'autres façons de voir le monde, d'autres cultures. L'objectif, c'est de développer une compétence pluriculturelle, une capacité à jongler avec différentes références culturelles. Et comment on fait ça en classe concrètement? Les pistes sont multiples. Au lieu de se limiter à la France idéalisée, on utilise des documents variés, des films, des reportages, des articles de presse qui montrent différentes réalités francophones. Pour susciter la discussion, la confrontation des idées. Oui. Au Brésil, par exemple, Alcinea Emerick de Almeida raconte comment elle utilise des documents sur l'immigration ou les problèmes de logement en France. Ça fait réagir les étudiants, ça confronte leur représentation. On peut aussi utiliser la littérature, j'imagine. Bien sûr, Anjali Badje en Inde travaille beaucoup avec la littérature pour aborder l'interculturel. Il y a même une idée qui m'a frappée, formée à l'interémotionnel. Ah oui, c'est une proposition de Wilgurka Lasota en Pologne. C'est assez pointu. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle rappelle, en s'appuyant sur des linguistes comme Kerbrat Orecchioni, que même les émotions, et surtout la façon de les exprimer, ça varie selon les cultures. Ah oui, c'est vrai. Les éthos émotionnels, comme elle dit? Exactement. Prendre conscience de ça, c'est une autre facette de la compétence interculturelle. C'est pas juste les coutumes ou l'histoire, c'est aussi comment on ressent et on montre les choses. Fascinant. D'autres approches pédagogiques qui émergent? Rapidement, on peut mentionner l'intercompréhension. L'idée, c'est de s'appuyer sur la proximité entre les langues romanes, par exemple. Français, espagnol, italien? Oui, développer la capacité à comprendre une langue qu'on n'a pas appris formellement en se basant sur celle qu'on connaît. Ça peut être une porte d'entrée vers le FLE. Intéressant comme tremplin. Il y a aussi la didactique plurilingue, qui aide les apprenants à gérer les interactions entre toutes les langues qu'ils connaissent ou apprennent. L1, L2, L3. Et la technologie dans tout ça? Elle joue un rôle de plus en plus grand? Oh oui, clairement. Un exemple qui vient du Québec est assez parlant. Un cours de francisation en ligne. Développé par le ministère de l'Immigration? Oui, en partenariat avec Bell Technomédia. C'est une plateforme complète. Autoformation, tutorat, classe virtuelle. Ça permet de rejoindre des gens qui ne pourraient pas suivre des cours en personne. Comme des candidats à l'immigration avant même qu'ils arrivent? Exactement. C'est un gros avantage. On voit aussi l'utilisation du web pour créer des parcours thématiques ou pour organiser des échanges interculturels en ligne entre étudiants de différents pays. Ça ouvre des portes. D'accord. Donc, beaucoup de défis, mais aussi pas mal d'innovations côté pédagogie. Si on élargit un peu la perspective maintenant, comment les sources parlent du statut du français dans le monde, de la francophonie avec un grand F? Bien, déjà, le terme francophonie lui-même est complexe. Les sources rappellent qu'il y a plusieurs sens. Oui? Ça peut désigner juste l'ensemble des gens qui parlent français, ou l'espace géographique où on le parle, ou encore un lien plus spirituel, culturel. Et la dimension institutionnelle? Oui, c'est ça. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'UAUF pour les universités, tout ce réseau d'organismes. Est-ce qu'on voit c'est une évolution? C'est-à-dire? Au début, c'était très centré sur la culture, la langue. Maintenant, cette francophonie institutionnelle s'investit de plus en plus dans des enjeux politiques. Droits humains, démocratie, développement durable, diversité culturelle. Les sommets des chefs d'État, comme ceux de Hanoï, Beyrouth, Ouagadougou, qui sont mentionnés, marquent cette tendance. Exactement. Ça montre une volonté d'être un acteur politique sur la scène mondiale. Mais cette francophonie, elle doit faire face à des concurrents, j'imagine, sur cette scène mondiale. La concurrence numéro 1, ça reste l'anglais, bien sûr. C'est indéniable. Perçu comme plus utile économiquement. Oui, dans plusieurs pays, c'est ce qui ressort. En RDC, au Rwanda, des sources comme Bissimois ou Mvano le disent. Pour trouver un emploi, pour l'économie, l'anglais est vu comme plus porteur. Ça doit mettre une pression sur l'enseignement du français. Énorme. Ça demande des politiques linguistiques actives, volontaristes, pour maintenir un équilibre, pour promouvoir le plurilinguisme et pas juste laisser l'anglais tout écraser. Et au-delà de la concurrence entre les langues, il y a des phénomènes liés à l'usage même du français qui sont intéressants à noter.
Oui, il y a une analyse assez fine sur ce qu'on appelle la langue de bois, surtout dans le discours politique. Ah oui. Livia Grosso a étudié ça. Comment ce langage un peu stéréotypé fonctionne, avec ses clichés, ses euphémismes. Elle prend des exemples chez De Gaulle, Chirac. Et elle analyse quoi exactement? L'importance de l'image que le politicien veut projeter, son ethos, et l'usage stratégique des pronoms sujets. Quand est-ce qu'on dit « je », quand est-ce qu'on dit « nous », c'est très révélateur. C'est fou de voir que ça s'analyse même dans des manuels de FLE avancés. Oui, ça montre que comprendre une langue, c'est aussi comprendre comment on s'en sert dans la société, en politique. Et justement, comment le français est perçu localement? Est-ce que c'est toujours vu positivement? Pas toujours simple. Les perceptions sont très variées, parfois ambivalentes. Au Rwanda, par exemple, Mvan nous rapporte que pour des gens moins scolarisés, le français, comme l'anglais d'ailleurs, peut être vu comme une langue d'élite, une langue de riches. Et en Algérie? Là, Rachid Chiban décrit une tension qui perdure entre l'arabe, langue nationale, les langues maternelles comme le berbère ou l'arabe dialectal, et puis le français. Vu comme nécessaire, mais toujours lié à l'histoire coloniale. C'est un peu ça, une relation complexe, nécessaire, mais pas toujours apaisée. Et si on va encore plus loin, en Chine par exemple, comment c'est perçu là-bas? J'ai vérifié, les gens parlant français sont encore très peu présents en Chine, ce qui donne lieu à certaines opportunités, mais les Chinois positivement le français comme une langue de culture et d'espace. J'ai fait un test l'autre jour avec une amie qui étude le français pour être naturologue. Puis on a juste commencé à s'en parler et ça s'est transformé en une production de questionnaires sur ce vocabulaire-là. On a lui remontré des images et son essai était de visuel rapidement sur quels mots il était capable de lire. Et j'ai commencé à me rendre compte que même si sa niveau était très progressif, il s'est réellement approprié de tout ça en très peu de temps et chaleureusement. Oui, ça montre que comprendre une langue, c'est aussi comprendre comment on s'en sert dans la société, en politique. Et justement, comment le français est perçu localement? Est-ce que c'est toujours vu positivement? Yongxi a étudié les motivations des étudiants chinois, souvent pour un diplôme ou par intérêt pour la culture française. C'est assez classique. Mais il y a des nuances. Oui, il note que l'expérience de mobilité quand ils viennent étudier en France est très différente s'ils sont en lettres ou en sciences. Les scientifiques ont parfois moins de contacts sociaux. Et la fameuse froideur parisienne? Et elle est mentionnée aussi, oui. Ça souligne l'importance de préparer les étudiants à ces chocs culturels. Il parle d'une nécessaire didactique de la mobilité. Faut pas juste enseigner la langue, faut préparer à vivre dans la culture. D'accord. Donc, on voit des défis, des concurrences, des perceptions complexes, mais il y a aussi des signes de vitalité, des choses qui montrent que le français bouge, évolue positivement. Ah oui, absolument. Déjà, la variation linguistique elle-même, c'est un signe de vitalité incroyable. Comment ça? Une étude de Carole Salmon et Sylvie Dubois sur le français acadien en Louisiane est super intéressante. Elle montre que même si cette variété est minoritaire, elle est bien vivante. Elle a ses propres règles. Oui, puis les locutrices font preuve d'une grande capacité d'adaptation. Elles changent leur façon de parler selon à qui elles s'adressent. C'est loin d'être une langue figée ou en déclin. Au contraire. C'est rassurant de voir cette souplesse, cette adaptation. Tout à fait. Et il n'y a pas que la langue elle-même, il y a aussi des initiatives citoyennes qui, même sans être directement linguistiques, participent à un certain vivre ensemble en français. Comme quoi, par exemple? Une source mentionne une opération comme Laissons pousser en région parisienne, encourager les gens à semer des fleurs sauvages pour la biodiversité. Ça peut paraître un peu loin du sujet. Peut-être, mais ça touche au lien social, à l'action locale, à la réappropriation de son environnement. C'est aussi ça, faire vivre une communauté. Puis enfin, une source rappelle l'importance de l'immersion pour apprendre une langue. Mais il faut pas forcément voyager. Non. L'exemple de Benny Lewis est cité, ce polyglotte qui a appris plein de langues, parfois sans même vivre dans le pays, comme l'arabe qu'il a appris au Brésil. Ça montre que l'immersion, c'est d'abord une démarche active, qu'on peut créer soi-même. Tout ça nous donne une image très riche, très complexe de la francophonie finalement. Des identités qui se construisent, se négocient. Oui,
Des défis constants pour l'enseignement, mais aussi une langue pleine de vitalité, d'adaptation. C'est exactement ça. On est vraiment loin d'une vision monolithique uniforme. On a vu des identités plurielles, des pédagogies qui essaient d'innover, d'intégrer le culturel, même l'émotionnel. Une langue dont le statut, les usages évoluent tout le temps, selon les contextes. Précisément. Alors, pour conclure cette exploration vraiment passionnante, quelle serait la pensée clé, la réflexion à retenir de tout ça? Une réflexion de Bernard Cerchilini, qui est historien de la langue française, me semble particulièrement éclairante pour synthétiser. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de notre attachement à la langue française, mais il note que cet attachement est souvent tiraillé. Tiraillé. Entre quoi et quoi? D'un côté, par l'amour qu'on a pour notre propre façon de parler, notre accent, nos mots à nous, notre parlure locale, personnelle, tu sais. Oui, on est souvent fiers de notre accent, de nos expressions. Exact. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'ils appellent un respect quasi religieux de la norme, du français standard, souvent idéalisé. Et ça peut aussi être une source d'insécurité pour beaucoup de monde. Ah oui, cette tension, je vois bien. Être fier de sa couleur locale, mais en même temps vouloir maîtriser la norme, le bon français. C'est précisément ça. Et ce que Cerchilini suggère, au fond, c'est que l'avenir d'une francophonie vraiment vivante, plurielle, riche de toutes ses facettes, Oui, réside peut-être justement dans notre capacité à gérer cette tension-là. c'est-à-dire? Reconnaître, valoriser, même célébrer toutes les manières de parler français, toute la créativité qui s'exprime partout dans le monde, sans pour autant perdre ce fil commun qui nous permet de nous comprendre. Accepter la diversité interne tout en maintenant le lien. Oui. Finalement, faire vivre les identités francophones, comme le disait le thème du Congrès de Québec, ce serait peut-être avant tout ça. Accepter et cultiver cette pluralité créative tout en maintenant l'intercompréhension. C'est une belle piste de réflexion pour continuer à penser la francophonie de demain. Oui, je trouve aussi. Une francophonie moins crispée sur une norme unique et plus ouverte à sa propre richesse.